Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Tech News. Alors cette fois des Tech News, j'en ai moins que d'habitude, pour plusieurs raisons, parce que j'étais un petit peu en vacances cette semaine, et ça coïncidait curieusement un petit peu avec les vacances des gars qui font ma principale newsletter. C'est pas la Hacker Newsletter, c'est... Si, c'est quoi déjà? Hacker Newsletter? Si, c'est la Hacker Newsletter. Hop, ouais. Attends, je veux carrément vous partager l'écran, voilà. Vous voyez ça, Hacker Newsletter, j'en ai déjà parlé. Ils sont en vacances pour le moment. Alors, ouais, le problème c'est que c'est plus leur site pour avoir leurs news les plus récentes. Donc attendez, je vais faire différemment. Est-ce que j'ai ça sur MailChimp? Non, d'accord, mais je vais y arriver. Je vais vous montrer rapidement ce dont il s'agit. Hacker, newsletter. Oh putain, je vais retrouver ou quoi? Oh là 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 là, vous sentez le truc tout à fait préparé. En fait là voilà, ça c'est quand j'improvise un truc qui me vient en tête de suite. Forcément, ça marche pas. Pof pof pof. Oui, super. Il dit juste petite note rapide de programmation. Nous prendrons la prochaine semaine en congé pour célébrer le 4 juillet, parce qu'ils sont américains, les personnes qui font ça. Kale, en tout cas, est américain. C'est le boss du truc, donc forcément, pas de tech news. Les tech news, généralement, c'est publié en fin de... C'est vers le dimanche que je reçois. Salut Kinko. Et là, du coup, vu que le 4 juillet, ils étaient en congé, bon, il n'y a pas eu beaucoup de tech news, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, rigolo, hein, ils ont sorti une citation de John McAfee avec la dernière tech news. C'est ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le changent. Et John McAfee, qui est mort récemment, mais alors John McAfee, oh alors là, c'est pas prévu, hein, mais on va chercher Wikipédia, John McAfee. Parce que ce mec-là, il a une vie mais incroyable. Il est mort le 23 juin, hein, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut la trouver en français? Ça pourrait être sympa. John McAfee. En 87, il écrit le premier logiciel antivirus commercial et fonde McAfee. Ah, donc voilà, McAfee, logiciel antivirus que je trouve pas terrible, hein, perso, qui vient préinstallé avec beaucoup de machines et que je dégage. Oui, John McAfee, c'est un grand malade, soupçonné de crimes, principalement liés au trafic de stupéfiants et à la possession d'armes à feu. Il est arrêté plusieurs fois au cours des années 2010, notamment au Belize et aux États-Unis. Recherché par Interpol, il est arrêté en octobre 2020 en Espagne pour des accusations de fraude fiscale portées par le département de la justice des États-Unis. Bon, déjà, rien que là, tu vois, en paragraphe, t'as compris que le mec était maboule, totalement maboule. Donc il est retrouvé mort dans la cellule de la prison de Barcelone alors qu'il attendait une probable extradition vers les États-Unis. Les autorités évoquent un suicide. C'est moche, c'est vraiment pas drôle ça. Mais bon, carrière professionnelle. Donc en 87, il fonde McAfee Associates. En 89, il démissionne de Lockheed. Alors Lockheed, c'était les fabricants d'avions et de missiles. C'est très balèze. Voilà, c'est ça. Il est d'abord employé à l'Institut l'Institute for Space Studies, l'Institut pour les études de l'espace, donc un truc de la NASA à New York. Et il travaille pour Univac, un énorme projet d'ordinateur, ça. Pour moi, Univac, c'était un super ordinateur, c'est ça. Je sais pas, mais pour moi, Univac, c'était les ordinateurs. Et pourquoi VAC dans le nom? C'est pour vacuum, pour vacuum tubes, en gros les tubes à vide, ce qu'on appelle dans les amplis de guitare les lampes, tu vois, et c'est l'ancêtre des transistors. C'est un truc, pour ça qu'il y avait VAC dans beaucoup de noms d'ordinateurs à l'époque. Donc blablabla, dans les années 80, alors qu'il est employé chez Lockheed, fabricant de missiles et d'avions, constructeur de l'aéronautique américain, il obtient la copie d'un virus nommé Brain et tente de créer un moyen de le détruire. Oh, ça nous dit pas s'il a réussi, hein. Mais en tout cas, il commence avec sa compagnie McAfee, ça marche. En 2013,
il réalise et diffuse une vidéo humoristique dans laquelle il explique comment désinstaller McAfee. Cette vidéo, particulièrement provocatrice, où l'on voit John McAfee prendre de la drogue et être avec des prostituées, aurait été visionnée par plus de 10 millions d'internautes. Voilà le personnage qui était John McAfee. Un maboule, pas possible. Donc lisez tout, parce qu'il y a rien qui va en fait. Le mec il enchaîne poursuite sur poursuite quoi. Et tu apprends quand même qu'il a John McAfee a enseigné le yoga. Et voilà. C'est bon. Il y a des trucs. C'est improbable. Sa vie est improbable. Mais bref, tu sais quoi, je vais le rajouter dans. C'est pas une news en soi, mais la vie de John McAfee, elle est énorme. Alors que c'est pas lui que je vais vous recommander de suivre, du coup, puisque d'une part il est mort, et puis d'autre part il était quand même ma boule. Mais plutôt un gars qui s'appelle Corey Quinn sur Twitter. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Il faisait même plus partie de la boîte quand il a fait la vidéo en plus, non mais c'est un grand malade. Mais voilà, alors cette fois je vous fais pas de résumé parce que c'est très court. Je fais pas de résumé, c'est très très court. Le résumé c'est je vous présente des tech news et ensuite je vous fais une démo d'un truc très rigolo lié à de la vidéo. Il y a du traitement de vidéo. Enfin un truc rigolo, ouais. Oui, il a carrément ouvert des établissements de yoga, c'est un grand, le mec, c'est pas possible. Donc Corey Quinn, qui est l'économiste cloud en chef chez Duckbill Group. Alors, voilà. Et le truc que fait cette boîte, c'est nous aidons les boîtes à réparer leurs factures AWS en les rendant plus petites et moins terrifiantes. Alors AWS, c'est Amazon Web Services. Et en gros, Amazon Web Services, c'est ce qu'il y a en partie derrière le site Amazon.fr. Parce que Amazon, ils se contentent pas de vendre des objets, ils vendent aussi des services liés à Internet. En gros, en résumé, si tu veux faire quelque chose, si tu veux coder quelque chose, eh bien, chez Amazon, ils ont beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour toi. Si tu veux en faire une utilisation commerciale. Après, bon, moi je suis pas forcément fan parce que Amazon en tant que boîte, bon déjà Jeff Bezos à la tête, même si je crois qu'il est, il me semble qu'il est plus à la tête, il a annoncé sa démission ou je sais pas quoi, bref, il fait une passation, mais Jeff Bezos, le problème c'est que je n'aime pas cette personne parce qu'il a des sorties atroces du genre, c'était quoi la dernière fois? Il est persuadé que quand les gens restent longtemps dans la boîte, en fait c'est une marche vers la médiocrité, donc il fait tout son possible pour qu'il y ait du turnover. Non, c'est un psychopathe, c'est un gros taré. Mais alors, AWS, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Kinko. J'utilise AWS et c'est quand même galère au début. Au début, il y a trop de trucs différents. Mais en fait, ce problème, ce mec-là, Corey Quinn, l'a transformé en business en fait. Il s'est dit, alors moi je vais me pencher sur comment simplifier les choses, parce que AWS, tu peux acheter des bouts de trucs par-ci, des bouts de trucs par-là, et des bouts de trucs par-là encore, pour créer par exemple ton site internet. Admettons, tu veux créer un site internet de vente de canapés, parce que c'est ton business. Tu peux faire ça avec Amazon Web Services. Et si tu te débrouilles bien, tu peux te retrouver avec un site vraiment pas cher à maintenir en place, très robuste, et qui absorbe très bien la charge. Parce que le vrai intérêt du cloud computing par rapport à l'internet traditionnel, c'est ça. Alors ici, on a, vous avez votre site à l'ancienne. Il y a un serveur. Voilà. Là, c'est votre un serveur. C'est votre site internet. Voilà. Il y a un serveur. Et bon bah là, il y a des gens qui s'y connectent. Puis il y a des gens qui s'y connectent. Mais en fait, au bout d'un moment, genre, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui s'y connectent. Et le serveur, là, il va vous dire... Enfin, il va pas vous dire... Il va rien vous dire, il va juste être en galère totale. Et là, bah, en fait, les gens, leur connexion vont foirer, petit à petit. Votre site ne supportera plus la charge. Ou alors, bah, du coup, c'est quoi la solution dans ce cas-là? La solution, c'est... Hop, la solution, c'est... Je sais pas, moi, vous avez... Tiens, hop, on y va. Ah, tant pis. Ce serait peut-être de mettre un serveur plus gros? Ouais, mais en fait, ça marche dans un premier temps. Mais jusqu'à un certain temps.
parce qu'au bout d'un problème, enfin au bout d'un moment, vous avez juste trop d'utilisateurs et vous pouvez pas acheter une machine encore plus puissante. Et donc tu dis, toi t'as pris 10 heures à héberger un site statique avec un domaine, donc c'est compliqué, mais effectivement ça te coûte 50 centimes d'euros par mois, quoi. C'est que dalle. C'est que dalle. Et donc ça, plutôt que de prendre un énorme serveur, ce qui est problématique pour deux raisons, c'est que de toute manière, il a des limites serveur, et si jamais le serveur tombe en panne, de toute manière, ça marche pas. Le cloud, eh ben en fait, on va... Hop, on reprend notre schéma de gros serveur ici, et on l'oublie. C'est de la merde. On va plutôt prendre plein de petits serveurs, mais vraiment des petites machines. Et c'est même pas forcément des vrais serveurs. C'est des serveurs virtuels, on s'en fout de savoir où ils sont hébergés. Ils peuvent être dans la même baie, mais ils peuvent être aussi très loin. Et très loin, c'est très intéressant. Et là, en fait, on va avoir les gens qui vont se connecter à... du coup, ça va être votre site, tu vois. Et les gens, ils vont se connecter petit à petit à votre site. Parfois, ça va atterrir... voilà. Au début, voilà, les gens se connectent. Ce serveur devient un peu surchargé. Pas de problème, les gens vont se connecter au deuxième. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y a plusieurs choses. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, si lui tombe, vous avez un serveur qui tombe. Enfin, vous avez un serveur qui tombe ici. Bah, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va juste... Ah, saleté. Ce changement de couleur, Paint, c'est pas vraiment un outil terrible. Hein. Et donc, voilà, votre serveur tombe. Bah, c'est pas grave. Vous en faites monter un nouveau. Hop, les gens vont là-dessus. Et ça marche. Et il y a un intérêt qui est déjà au niveau de la stabilité, qui est double. Enfin, qui est double. Un intérêt qui est là au niveau de la stabilité. Au niveau du serveur aussi. Cette énorme machine vous coûtera beaucoup plus cher que plein de petits serveurs ici. Et surtout, eh bien en fait, vos petits serveurs, quand vous vous en servez pas, ils sont juste désactivés, quoi. Donc plutôt que... Enfin, du coup, vous ne payez que ce que vous utilisez. Bien sûr, il faut que ce soit réglé correctement. Et ça a plusieurs intérêts. Là, tu as ton serveur qui est là. La personne qui est proche de ton serveur, elle va avoir un très bon temps de réponse. La personne qui est à l'autre bout de la planète, elle va avoir un temps de réponse dégueulasse. Avec du cloud, tu peux beaucoup plus facilement faire en sorte qu'il y ait des serveurs un peu partout sur la planète, j'ai envie de dire. Enfin, dans les zones les plus importantes, finalement, en termes de trafic pour ton site, et faire en sorte que chaque utilisateur de ton site internet... enfin, dans le sens où on prend en compte les utilisateurs qui sont susceptibles de te rapporter de l'argent, typiquement c'était un site d'e-commerce, quoi, et bien en fait, là on aura, j'en sais rien moi, on aura une zone, on va plutôt le prendre le pinceau, une zone États-Unis ici, et puis une zone Europe, une zone Europe là-bas. Ce qui fait que là, les gens aux États-Unis, ils vont aller taper sur ces serveurs-là, ça va être rapide. Et les gens en Europe taperont sur ces serveurs-là et ça sera rapide pour eux aussi. Bref, tu as aussi utilisé AWS pour faire du machine learning. Leurs algos sont complètement fous, oui. Et même pour le machine learning, il y avait un système de scalabilité super bien fait. Alors oui, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Faire en sorte que ton site augmente en puissance de calcul au fur et à mesure qu'il y a besoin de la puissance de calcul, en fait. Enfin, ton site, c'est réducteur parce que c'est pas forcément. Tu peux faire du Amazon Web Services sans que ce soit forcément un site internet, mais genre pour du truc, du machine learning, c'est très bien. Mais je vous ferai une démo plus tard de machine learning, enfin plus tard dans la soirée. Donc ça, sur le papier, ça a l'air vachement bien, genre ah ouais, génial. Quand il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs sur mon site, il y a juste un tout petit serveur virtuel qui tourne, et quand il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a plein de serveurs virtuels qui tournent et ça marche. Oui, c'est le principe. Mais par contre, comme le fait remarquer Kinko, c'est pas simple, il a mis 10 heures à héberger un pauvre site statique. Et puis surtout, si c'est bien fait, ça va vraiment pas te coûter grand chose, mais si tu fais pas gaffe et que tu te plantes, alors le résultat final sera bon, ton truc va fonctionner, mais il va te coûter vachement plus cher. Et du coup, il y a des gens comme Corey Quinn qui sont spécialisés dans la réduction de factures, la réduction des coûts liés aux factures de Amazon Web Services. Parce que mine de rien, ça peut monter très vite. Parce que bon, j'en entendais beaucoup dire à une certaine époque. Ah ouais, mais regarde, je vais sur, j'en sais rien moi, OVH, je prends
je prends tel et tel truc, alors ça me propose moins de fonctionnalités, mais ça me coûte moins cher. Alors oui, ça va te coûter moins cher, mais effectivement, tu devras refaire des choses, reconfigurer un peu plus, parfois même un peu réinventer la roue, alors qu'il existe tellement de fonctionnalités qui sont déjà construites dans Amazon Web Services. En fait, Amazon Web Services, c'est pratique quand tu te dis, j'ai pas de temps à investir dans la construction des trucs, mais du coup, je préfère, plutôt que d'investir du temps, j'investis directement de l'argent, et comme ça mon business est en route plus vite. Ce qui a du sens. Tu dis que tu as fait perdre 100 $ à la boîte, à ta boîte, quand tu étais en stage, car tu avais oublié de couper un simple service pendant la nuit. Ouais, tu vois, c'est... Encore, bon, en vrai, à l'échelle d'une boîte, 100 $, c'est rien. Mais tu dis, c'est 100 $ pour un seul service. Ça va que finalement, c'était qu'un seul service que tu avais oublié de couper, et que c'est pas genre un truc où il y avait une centaine de services, quoi. C'est pas énorme, mais c'est le genre d'erreur qui est intéressante parce que t'apprends, tu dis ah oui, oula mince, à l'échelle d'un individu 100 $, tu dis c'est cher, à l'échelle d'une boîte c'est rien. Voilà. Et c'était qu'une petite partie d'un service avec tous les paramètres au minimum, quoi. Et donc oui, Amazon Web Services, si tu fais pas gaffe, ça te revient vite cher. Et donc c'est pour ça il y a pas mal de business qui, eux, ont plus de personnes, ont plus d'employés, notamment des développeurs et tout ça. Pour ce genre de boîte, ça vaut plus le coup d'avoir plutôt que d'avoir du service as a service. Alors quand ça dit as a service, ça veut dire que c'est hébergé sur du cloud. Plutôt que d'avoir du service as a service, comme le fait Amazon, avoir un truc beaucoup plus basique, une plateforme as a service. En gros, tu as la base, et tu construis tes trucs dessus comme tu veux, mais ta base coûtera moins cher, et ça marche. Mais si t'as pas la main d'œuvre, alors Amazon Web Services, ça marche très bien. Voilà. Bon, ceci dit, Amazon commence à avoir des concurrents à droite à gauche, et c'est cool. Mais par exemple, le Google Cloud, qui permet en théorie de faire à peu près la même chose, est encore plus chiant à configurer. Et un service client qui est pas terrible. Alors que Amazon Web Services, si ça a autant de succès, c'est pas pour rien, très honnêtement. Après moi, très honnêtement, je regarderai plutôt du côté de Clever Cloud. Si vous voulez vous lancer là-dedans, parce que parce qu'ils sont en partie en France de mémoire, et pour le coup, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons et ils ont des choses très très intéressantes. Bon, je vois qu'ils sont en Europe et en Amérique, mais ils sont bons. Alors en Belgique, les stagiaires sont pas payés, donc c'est un peu ton salaire. Ouais, alors les stages pas payés, je trouve que c'est tellement l'arnaque. Déjà, quand j'étais étudiant, j'étais payé 400 balles le mois pour un stage. Bon, en vrai, c'était que dalle pour la boîte, mais pour moi, c'était wouhou 400 balles. Alors que quand t'es étudiant, tu craches pas dessus, clairement. Mais ouais, les stagiaires gratuits, c'est un peu l'arnaque. Bref. Comment on a vu AWS? Oui, Corey Quinn. Donc suivez Corey Quinn pour avoir des news à propos de Amazon Web Services. D'ailleurs, dans les news, oui, deuxième news, et je vais vous en parler là, ça va être Infinidash. Parce que je pense que si vous suivez Corey Quinn, vous allez forcément entendre parler de Infinidash. Et Infinidash, qu'est-ce que c'est? Blablabla, ouais alors. Il va falloir que je retrouve le tweet. Mais alors, Infinidash, quand vous regardez, pas mal de gens qui vous parlent de Amazon Web Services Infinidash. Blablabla, tout un tas de trucs. Et du coup, je crois que ce tweet va être très bien. Tout simplement, ce tweet va être très bien. Mais avec des noms farfelus comme ça... les gens disent Infinidash, c'est trop bien, c'est le seul truc dont je vais avoir besoin maintenant, c'est bon, je suis content. Ouais. En vrai, c'est un énorme troll. Voilà, 400 €, c'est ce que se fait un freelance par jour. Oui. Enfin, après, il a des charges et tout, mais globalement, voilà, un stagiaire, 400 € par mois, un freelance ou même globalement un prestataire, c'est plutôt du genre 400 € par jour. Selon, enfin plus ou moins quelques patates, hein. Voilà. Mais t'as John Nash, qui est un développeur, qui a juste fait un troll magnifique que je ne vais pas retrouver, bien sûr, parce que je suis un peu con. Mais si on entend parler de Infinidash,
C'est... Parce que le 30 juin, il a dit: je suis convaincu que si un petit groupe suffisamment dédié de développeurs sur Twitter balance des avis sur un produit totalement fictif d'Amazon WS, comme j'en sais rien moi, Infinidash ou quelque chose, ça finira par apparaître en tant que point requis sur des offres d'emploi en moins d'une semaine. Voilà. Et en fait, ça a vraiment pris sur internet, quoi. Tout le monde, enfin tout le monde. Beaucoup de gens dans ma timeline se sont mis à utiliser le hashtag Infinidash pour sortir des trucs. Et j'étais mort de rire parce que le premier truc sur lequel je suis tombé, c'était ce tweet et 2 vidéos explicatives où t'as une personne qui te balance des termes techniques sur termes techniques et avec un air vachement crédible. Et au départ, je me dis putain, mais je comprends pas la moitié de ce qu'elle raconte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai fini par capter, parce que ça me foutait le doute, j'ai fini par capter que oui, effectivement, c'était un truc totalement fictif et totalement bidon, mais c'est juste pour essayer de troller un petit peu les recruteurs sur LinkedIn, et voilà, et faire genre que certains te demandent alors quelle est votre expérience avec Infinidash, est-ce que vous l'utilisez bien, alors qu'en vrai, c'est du bullshit total, quoi. Mais vu que c'est du troll, voilà, ça m'a fait rire, ça servait à rien. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des recruteurs qui sont tombés dans le panneau, très honnêtement. Mais Corey Quinn, toujours, hein, il a fait une démo que j'ai trouvée magnifique, une live démo, enfin une démo que j'ai vue en live, que j'ai trouvée parfaite. Donc pendant 20 minutes, je crois, je suis arrivé vers la fin de la démo. 20 minutes après le début de son live, la démo a duré qu'une demi-heure. Mais et je pense que ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'il a meublé avec son pote pendant au moins 20 minutes. Et, et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit bon bah voilà, ça y est, j'ai téléchargé Infinidash, c'est bon, il est sur mon poste, je l'exécute en ligne de commande. Il n'a besoin que d'un seul argument, Infinidash, il a juste besoin de l'argument déployé parce que c'est bon, il est suffisamment intelligent pour savoir tout faire lui-même. Et, et il lance la commande. Et ben là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître la fameuse chanson, la vidéo de la fameuse chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Parce que c'était juste en gros Rickroll, et puis bon, ils étaient morts de rire avec son pote, et puis il expliquait voilà, je rappelle, Infinidash est un produit totalement fictif. Si vous ne savez pas ce que c'est normal, et puis même de manière générale, la vraie morale qu'il y a derrière, c'est que si vous voyez des noms de produits et que vous savez pas ce que c'est normal, on ne peut pas tout savoir, et c'est pas grave. Surtout, l'écosystème de AWS, il est énorme. Vraiment énorme. Donc, n'ayez pas honte de ne pas savoir, en fait. Dans la tech, dans l'IT, qu'on soit développeur ou autre, en fait, on ne cesse jamais d'apprendre. Déjà, c'est impossible de savoir tout ce qu'il y a. Et puis même, c'est ça qui est intéressant. C'est en partie parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre que je m'intéresse beaucoup à ce milieu-là, quoi. Je me faderais pas des tech news s'il y avait rien à apprendre, quoi. Voilà. La deuxième tech news... La deuxième tech news, je sais pas si c'est la deuxième, je sais plus compter. Oui, bah non, c'est celle que je viens de rajouter. Très bien. Oh là 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 là. Oui, mais là on part sur un truc moins rigolo. Google, vous vous souvenez que Google, il y a quelques temps... Ah, c'était ça que je voulais mettre dans les news et qui a foiré. Ça y est, j'y suis. Alors, je le mets de suite parce que je sais que j'ai un truc que je voulais mettre dans mes news et qui a, mais totalement foiré. Ça s'est genre pas sauvegardé parce que j'étais sur ma 4G à ce moment-là. Ça a pas du tout marché. C'était tout foireux, tout pourri. Mais ah, bah super, je l'ai là. Je vais le mettre dans les tech news et puis je vous en parle après. Hop. Top. Super, nous y voici. Je suis content de l'avoir retrouvé. C'était juste que je me suis souvenu que c'était lié à Google. Alors, Linus de Linus Tech Tips, il dit alors que le comportement qui est décrit dans le tweet qu'on va voir ensuite, c'est pas juste anti-compétition, c'est juste... c'est aussi anti-consommateur. Et peu importe si c'est Apple ou Google qui le fait. Il finit par... mange une bite Google. C'est vraiment, il est énervé parce que Google, rappelez-vous au départ c'était ne soyez pas diabolique quoi, don't be evil, on est Google, on est les bons quoi, on est les bons gars, on est sympa. Sauf que ça a disparu du mojo de Google et maintenant ils se comportent comme des trous de balle sur certaines choses. Genre ah ben on a un monopole, ah ben on va en abuser sans problème.
Voilà, donc il y a un gros procès en cours hein, sur Google et sur le Google Play Store. Et dans les documents liés au procès, on voit des choses. Alors pour... hop. Oh putain. Alors je vais l'ouvrir dans une nouvelle dans un nouvel onglet, voilà. Pour être conforme avec la nouvelle politique de Google, les services doivent soit offrir mettre à disposition une appli Android dans lequel le consommateur doit payer à Google 30%, une commission de 30% pour pour les abonnements achetés depuis l'appli. En gros, si tu achètes un abonnement depuis une appli Android, Google prend 30%. Ou alors, offrir une version streaming only, c'est-à-dire une version sans transaction dans l'appli, de leur appli, qui ne doit surtout pas, en aucun cas, qui n'a pas le droit de dire qu'il existe d'autres moyens de payer que de passer par Google. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Google dit, si tu as une appli et que tu as un service d'abonnement payant, genre Netflix, tu as une appli Netflix, eh ben, le seul moyen de t'abonner dans l'appli Netflix, ça doit être de passer par le truc de Google qui prend une part de 30%. Et depuis cette appli-là, il ne doit y avoir aucun moyen de passer, aucun indice qui te dit tu peux t'abonner à Netflix différemment en passant sur le site netflix.fr et en achetant le truc, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment du comportement de trou de balle, hein, clairement. Voilà. Rappelons, Google est un business que j'estime de plus en plus douteux, hein, voilà. Et ça va me permettre... Et alors, comment ils peuvent faire ça alors qu'ils sont déjà en plein drama? Non, mais ça, en fait, c'est des choses qui font partie du drama. C'est ça le truc. Si c'est un drama, c'est parce que c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Par exemple, Google, Google, Android est maintenant open source seulement de nom. La version certifiée de Google, la version certifiée par Google de Android OS est installée sur à peu près, sur presque tous les appareils Android. En gros, en juillet 2020, plus de 99% des smartphones avec une licence mobile, avec un OS mobile avec une licence, c'est de l'Android. Et c'est de l'Android, t'as la partie open source certes, mais en fait, tout est contrôlé par Google dessus. Genre, ça va pas être la communauté qui va décider quelles sont les fonctionnalités qui sont ajoutées, c'est Google, quoi. Et bon, du coup, c'est pas trop l'essence c'est pas l'esprit open source, quoi. Et pour enchaîner avec ça, alors, j'ai vu un tweet d'un certain Ron Amadeo qui dit « Alors, il y a machin, Emmanuel, je ne sais pas qui est, mais je me suis un cartooniste. Voilà. Un cartooniste qui a quitté Google et qui a publié toute une série de comics, de cartoons qui étaient internes à Google. Et lui, il a un petit favori. C'est celui-ci. Attends, hop. Faut que je fasse différemment. À chaque fois, je fais n'importe quoi. Donc, j'ouvre l'image dans un nouvel onglet. Bienvenue chez Google. Alors, soit tu vas à gauche et tu te prends la route principale, sauf qu'en fait c'est déprécié, donc c'est plus maintenu. Donc non, surtout ne pensez surtout pas à la prendre, tu vois que la route elle est pourrave. C'est-à-dire qu'en effet, les bugs qu'il y a dessus seront jamais corrigés, t'auras aucun support, c'est pas maintenu. Ou prends la nouvelle route qui est en construction. Pas du tout fini, ne la prenez pas, danger. Et ben en fait, apparemment, Google et la façon dont ils maintiennent les produits, c'est une assez bonne caricature. Alors ils font pas ça pour tout bien sûr, mais elle est très bien vue cette caricature. Et donc tiens, on va aller sur le site. Il y a un comic là-dessus. Un comic là-dessus que j'avais trouvé assez rigolo. Mais je vais peut-être le trouver. Ah, voilà, c'est celui-là. Qui commence par Don't be evil, ne soyez pas diabolique, c'était le premier truc, qui a été ensuite remplacé par Do the right thing, faites la bonne chose. Maintenant, c'est remplacé par prier pour que personne ne s'en rende compte. Donc, c'est le vrai mojo de Google, quoi. C'est un petit peu gênant que ce soit aussi vrai, d'ailleurs. Mais à une époque, je me souviens, à une époque,
à propos d'Android, c'était le procès Google contre Oracle, qui a raison, parce que Oracle fait un procès à Google en disant ils ont utilisé Java sans respecter les licences, ils doivent des thunes. Tout le monde s'est dit non, mais Oracle c'est les méchants là-dedans. Maintenant on se rend compte qu'en fait, Google c'est aussi des méchants. Donc c'est emmerdant quand même. Et ça pose de vrais problèmes parce que les boîtes comme ça déconnent, ça pose de vrais problèmes. Alors, est-ce que c'est encore Cory Quinn qui avait publié ça? Cory Quinn... Facebook. Parce que je vais essayer de retrouver ça. Non, ok, non, c'est pas ça. Alors, on va trouver. Facebook... On va essayer de retrouver ça. En gros, alors c'est pas ça. Voilà, ça disait que Facebook avait des soucis à recruter et à retenir les personnes de couleur entre employés, quoi, les employés techniques black. Bah écoute, donc problème avec les minorités chez Facebook. Parce que, à mon avis, il y a une culture d'entreprise qui est peut-être pas forcément terrible. Mais, bon, je retrouve plus le tweet. Mais je vous le relis de tête. C'est déjà juste que Facebook, en tout cas la team qui est en charge de Oculus, galérait à recruter en ce moment. Mais galérait à un point tel que... Hop. Je vais chercher. Oculus... J'ai mis 2 C, mais il y a un seul C, bien sûr. Oculus, dans les tweets... Ok, je vais pas réussir à retrouver. Okay, je cherche. Hein. Ok, non, c'est pas ça. Bon, tant pis, je le retrouverai une autre fois si je le retrouve. Ce que ça disait en tout cas, ce tweet, c'est que pour Oculus... Il y avait des grosses difficultés de recrutement parce que c'est Facebook, et Facebook, ça a quand même une réputation ultra dégueulasse, et c'est une réputation tellement ultra dégueulasse que pour recruter, ils se retrouvent à devoir augmenter, mais pas qu'un peu, quoi, les salaires d'embauche. Parce que, écoute, si personne veut venir bosser chez toi, t'as pas d'autre choix que de proposer plus de thunes pour que les gens finissent par accepter, quoi. c'est chaud, quand on arrive là, tu te rends compte que... avoir une réputation dégueulasse, c'est un vrai coup. Donc, voilà. Alors que si t'es une boîte qui a une bonne réputation, les gens vont pas demander autant de thunes pour bosser pour toi. Donc, petit truc, hein, c'est du bon sens. Hein. Mais voilà, ce qui fait que certaines politiques, disons, peu recommandables, ça a des conséquences, quoi. Ensuite, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger... Ouais, alors non, je le garde pour les prochaines tech news, parce que je vois l'heure, et je me connais mon état de fatigue, et je dois vous faire une démo après, donc on va pas faire ça. On va plutôt passer sur... Voilà. Un problème avec les petits sondages qu'il y a à la fin des sites. Genre, à quel point es-tu susceptible de recommander Windows 10 à un ami ou un collègue? La personne a répondu non, c'est vraiment très peu probable. S'il vous plaît, expliquez pourquoi vous avez donné ce score. J'ai besoin que vous compreniez que les gens n'ont pas des conversations où ils recommandent comme ça, de manière tout à fait inopinée, un système d'opération à quelqu'un, quoi. Voilà. Tu vas pas en pleine discussion avec n'importe qui dire « Au fait, je te recommande Windows 10 ?» Non. Et voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Donc ça c'était la fin de la tech news. On va de suite passer à une démo. Ce que je dois faire, je vais vous le montrer. Alors c'est pas celui-là qui m'intéresse. Ok, bien sûr. Ouais, bon, vous voyez des trucs avec des noms atroces, mais c'est normal. Ok. J'ai des extraits vidéo. Celui-ci, par exemple. Oui. Un extrait vidéo. Pour une prochaine vidéo
qui sera sorti par la chaîne Viva Realness. Genre ceci. Dans cette vidéo, on veut avoir ça, la vidéo, tu vois, les personnages en premier plan. Voilà. Surtout que tu n'as pas 15 000 choix d'OS. Oui, j'ai lu OS, 15 000 choix d'OS, mais t'as pas 15 000 choix d'OS. Ouais. Bah, en vrai, des OS, Célestine, t'en as plus que ce que tu penses. T'as pas juste Windows 10, macOS, tu peux, si tu veux, repartir sur des versions non supportées de Windows et anciennes, ce qui est une très mauvaise idée, mais aussi tout un tas de distributions Linux, BSD et autres, bref, t'as tout un tas de choses finalement. Mais mine de rien, en vrai, il n'y en a pas non plus 15 000. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas 15 000. Et puis, fondamentalement, effectivement, tu vas pas recommander ça à quelqu'un. Et l'idée, regardez cette vidéo. Et là, je me dis, bon, je veux... cette vidéo, elle a un truc. On veut que ce soit un truc un peu façon science-fiction. Mais pourquoi je vous découvrirai quand la vidéo sortira. Mais ce qu'il se passe, c'est que d'habitude, quand on veut juste garder les personnages en premier plan et pas avoir de fond, on met un fond vert. Là, en tournage, quand Vio a dit tiens, on va mettre le fond vert, j'ai dit non, j'ai peur que ça prenne trop de temps, mais fais-moi confiance, j'ai un truc, on va faire du rotoscoping. Le rotoscoping, c'est quoi ? Ben, vous prenez des ciseaux et vous découpez les silhouettes. Et on se dit tiens, ben, au départ je me suis dit tiens, je vais le faire à la main, ça va le faire. Ça va être très très bien. Donc je vais vous faire une démo de rotoscoping. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas vraiment fait comme ça ensuite. Parce que c'est absolument infernal. Mais donc là, j'ouvre mon logiciel d'édition vidéo le plus puissant que j'ai en stock. Voilà, celui-ci, le logiciel d'édition vidéo. Très bien, alors il y a déjà un plan de chargé, c'est très très bien. Ça me permet de faire une démo. Donc on va là-dessus et j'ouvre Fusion, qui est l'édition de vidéo. Super, alors là... Est-ce que ça peut être intéressant de créer une version ? Ce serait pas mal que je crée une version afin d'éviter de foutre le bordel. Alors, faut que je crée une version, mais comment ? Là, on part sur du workflow que je ne maîtrise plus. Ça, c'est très con. Ça me gonfle. Ça me gonfle déjà. Oh la vache. Oh, j'étais pas prêt. Blablabla. On peut créer des versions de trucs. Voyons voir si je passe à l'onglet d'édition. Si je peux pas juste... Fusion, machin... Ok, non. On ne peut pas, ce n'est pas grave. Je perds peut-être quelques images par seconde, hein, mais c'est comme ça. Hop... Je sais qu'il y a moyen de versionner. Mais bien sûr, puisque c'est la maxi galère, je sais plus. Oh oui, oh cool, c'est marqué les keyframes, ils sont là. Bon allez, hop, on va dire qu'on s'en fout. Ça c'est quoi comme shrink ? Shrink, d'accord, ça veut rien dire. Ça veut dire si je clique, je sais pas à quel point c'est réversible ou pas. Alors on va partir de la base. Et la base, elle est... on va tricher comme ça. À la base, j'ai 2 vidéos. Voilà. À droite, je vais vous montrer la première vidéo que j'ai. J'ai ça. Voilà. Et à partir de ça, je me dis, tiens, je vais faire du rotoscoping. C'est-à-dire que je vais ajouter avec un polygone que je mets ici. Je vais dessiner ça. Putain. C'est pas pratique si je le fais comme ça, donc on va plutôt faire comme ça. Et je vais dessiner un polygone. Hop, on va le mettre là. Et je vais découper. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais découper, tac. On va faire un découpage à l'arrache. Hein. Hop. Sachant qu'on peut faire des trucs très finement si on prend vraiment le temps. Regardez, hop. On a quelque chose ici. Oui. Voilà, il y a un petit côté... je sais pas, un petit côté, je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Mais ce que je fais là, je me dis, tiens, voilà, je vais découper ça, je vais découper sa silhouette. Et je vais aussi ajouter, celle de... Non, juste la silhouette de Gilou. La silhouette de Gilou dans un premier temps, tu vois. Parce que là où ça m'intéresse, c'est qu'il y a quand même un petit truc à faire ici. Il y a du vide au niveau de son bras.
Hop, super. Et là, j'ai sélectionné juste ce que je gardais, juste Gilou. Super. Et regardez, waouh, on a Gilou. Bon, regardez que le découpage est moche, parce qu'il est bourrin, mais c'est Gilou. Là où c'est con, c'est que regardez, là, ah merde, ça a bougé, ça a changé de position. C'est plus bon, mon polygone, il faut que je le réajuste. Bon alors, je vais faire une triche de deuxième niveau ici, hop. Où je vais, voilà, une vidéo sur laquelle je ne fous pas l'effet, comme ça je vais pouvoir aller ici. Je me dis, bon, c'est pas grave, regardez, la position ici, je peux la faire bouger. Hop, et j'ajoute ce qu'on appelle une image clé. C'est-à-dire que c'est les keyframes, c'est des images clés, c'est des keyframes, et c'est des points où je dis à tel moment, tel truc à telle valeur. Et ça veut dire que là, la forme va bouger. Et là où c'est très intéressant, c'est que entre deux images clés, le système calcule automatiquement. Il va faire un morphing, là, comme dans le clip de Michael Jackson, où ça fait un morphing, coucou Eva, depuis la tête de quelqu'un vers la tête d'un autre. Bah alors là, c'est le même principe, mais en plus simpliste. Hein. Et oui, bonsoir Eva. Et donc là, vous regardez, c'est long, hein, je me casse un peu le cul à faire ça, mais ça marche. Et si vous voulez, il va essayer il va déduire, il va se dire, ok, entre les points étaient à telle position au moment T, au moment T plus X, il est à telle autre position, ben je calcule les positions intermédiaires. Bon, il calcule. Par défaut, il va calculer un truc. Bon, là, vous voyez plein de bordel, mais il va calculer un truc, ça va faire une ligne droite. Il se dit que le déplacement est linéaire, alors que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Mais hop, on regarde ça, et regardez, Gilou, ça y est bien découpé correctement. Sauf qu'entre les deux, regardez le polygone, pour passer de là à là, il bouge. Et en fait, par défaut, il va bouger de manière linéaire, et ça correspond à peu près au mouvement de Gilou. C'est pas mal. Bon, à quelques points près, parce que regardez là, il se passe un truc, donc il faut réajuster, etc., etc. Et du coup, à découper ça, c'est long. Mais il faut pas juste découper Gilou en plus, il faut ajouter Flore. Sauf que j'ai déjà un polygone là. Et de l'outil, je peux pas ajouter un polygone directement. Donc il faut que je fasse un deuxième polygone, ici. Hop, on va le faire, hop, on découpe Flore. À l'arrache, hein, parce que c'est vraiment de la pure démo. Hop. Voilà, on découpe Flore pour la rajouter. Mais comment la rajouter ? En fait, il faut un petit peu fusionner mon bordel. Paf, paf. Et c'est ça qui va me servir de masque. Et ouh, regardez, il y a Flore qui est apparue. Youpi. Mais vous imaginez que pour voir un truc plus précis que ça va être l'enfer. Veva qui dit on va essayer de résoudre un grand mystère français covidesque. En quoi empêcher des réunionnais de vendre du rhum et des Catalans de vendre de la sangria, mais autoriser des faux Brésiliens à vendre des mojitos, ça lutte contre le Covid. Alors oui, là tu fais face au paradoxe du village gourmand à Tours où oui d'accord. Le business l'a emporté sur la sur les préconisations santé. Mais en fait c'est là où c'est problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas de consignes claires. Donné par le gouvernement qui fait un peu... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, je sais même pas si c'est du génie ou si c'est du n'importe quoi, je sais pas. Mais voilà. Donc pour faire ça, c'est infernal. Et à la fin, quand tout va bien, on peut avoir quelque chose qui ressemble à... Pas ça. Plutôt quelque chose qui ressemble à... Pas ça non plus. Bon, je vais y arriver, oui. Ah, ça. Merde, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je suis pas dessus. Ah oui, tout simplement. Ah ça, voilà. En fait, l'idée, c'est qu'il y a en blanc la zone que je veux garder, en noir la zone que je veux découper. Et si tout se passe bien... Hop. Alors pourquoi... Non, j'ai pas le droit de sortir de ce truc-là, c'est pas grave, je vais le coller par là. Et si tout se passe bien, hop, plutôt que d'utiliser un truc de découpage, j'utilise... on va faire comme ça. J'utilise ça comme masque. C'est-à-dire que je lui dis, hop, voilà, tu as ton masque et c'est découpé. Et là, bon, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que ça, j'ai juste du noir et blanc. Et je lui passe par une clé Luma. Une clé Luma, en gros, je lui dis, tu as des niveaux de luminosité qui correspondent à ce que je veux voir et ce que je veux pas voir, mais on s'en fout. Mais
Mais l'idée, c'est que là, on arrive à quelque chose qui semble être rotoscopé déjà, tu vois. Mais comment j'ai obtenu ce masque Luma qui suit quand même pas trop mal les deux personnages qui sont ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce masque Luma? Eh ben, j'ai utilisé du machine learning. J'ai utilisé du machine learning parce que je suis très feignant. Et spécifiquement, j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle Runway ML. runwayml.com. Alors, c'est pas le pricing que je voulais voir, mais Runway ML. Regardez, il y a une jolie démo qui est ici. Tu prends, tu dis, je clique sur la zone que je veux garder, et paf, et regardez, ça suit le mouvement de mon skater. Et ça marche franchement bien. Et ensuite, là, lui, il s'éclate avec des outils d'édition de vidéo à droite à gauche, mais il monte des filtres dégueulasses, je sais pas pourquoi. Mais, ah oui, si, ça peut aussi capter, tu peux faire de la 3D avec, parce que tu peux avoir, avec ton histoire de machine learning, un truc qui essaie de détecter automatiquement la profondeur des éléments dans ton champ. Très intéressant ça, mais bon, pas pour moi, je fais pas de la 3D. Alors ça, c'est même pas un plugin que tu rajoutes sur ton logiciel, ça. C'est juste un site dans lequel tu vas, quoi. Là, je vais faire, tiens, login. Youpi, je suis dessus et j'ai un compte là-dessus. Bon, projet d'exemple, mais ça m'intéresse pas. Ouais, ok, d'accord. C'est en bêta, tout ça. Mais je prends un projet d'exemple. Tac, tac, tac. Ici, typiquement. Je détecte les points qui m'intéressent. Et bon, alors là, je sais que ça va pas m'intéresser parce qu'il y a un élément. Je sais que la scène n'a pas encore commencé. Je vais m'intéresser que sur la partie rentable de la vidéo, dirons-nous. Bon, et regardez, ça n'a pas l'air d'être hyper rapide comme ça, mais en vrai, je lui dis, ok, je veux qu'il garde cette personne et cette personne. Qu'il garde mes deux acteurs et qu'il supprime le reste. Et ben, je lui laisse générer le masque. Et moi, à découper de manière aussi précise, j'en aurais vachement plus chié. Mais par contre, vous remarquez qu'il y a certains détails un peu bizarres. Genre là, au niveau des lunettes, à côté, il sélectionne un peu le décor du DVD. C'est pour ça qu'en fait, les fonds verts, c'est quand même vachement bien. Hein, parce que tu te fais moins chier avec un fond vert. Mais là, on avait pas l'option. Enfin, j'ai dit, on va faire du rotoscoping parce que je le sens pas. Le déploiement du fond vert, je pense qu'on va prendre trop de temps. Et moi, je connais mon endurance limitée à l'effort. Ça allait pas marcher. Et là, regarde, on a nos zones qu'on veut garder. Et là, bon, il y a un bout qui est parti en couille ici, comme d'hab. D'ailleurs, on va le supprimer. Le bout qui est parti en couille ici. Non, c'est des cheveux, c'est moi qui l'ai rajouté. Oh là là. Donc on va partir sur 11 secondes à la vidéo. On était vers 12 secondes. Et c'est un site sur lequel j'ai uploadé à l'avance les vidéos. Et là, regardez, paf, il est automatiquement là. Hop. Bon alors là, on s'en fout, parce que c'est le clap. Là, on y va. 13, ok. Donc toujours les cheveux, super. 14. Hop. Ok, alors là, on va rajouter son bout de lunette. Vous voyez l'intérêt, du coup, d'y aller un petit peu en douceur. Bon, elle perd un bout de lunette, quand même, mais pour la démo, c'est pas très grave. Sachant que tous ces traitements-là, je les ai déjà faits, en vrai. Donc, c'est vraiment de la pure démo, là. Donc, hop, c'est de la pure démo pour plusieurs choses, mais regardez, là, on s'est dit, ça y est, on a quelque chose, et je veux voir la preview. Je veux voir la preview, à quoi ça ressemble. Top. Et donc là, lui, il va calculer. Et mine de rien, le temps que ça prend là, c'est une fraction du temps que ça me prendrait, moi, à arriver à un découpage aussi propre à la main. Parce que sinon, bouger petit peu par petit peu, pas image par image, mais presque, bah c'est très très long. Alors regardez, il arrive pas trop mal à suivre les cheveux, le truc. Là, il a perdu une petite mèche, mais c'est tout. C'est pas grand-chose. Pourtant, la personne, vraiment, les acteurs bougent, quoi. Ils restent pas dans une position un peu basique. Et là, si je veux faire des retouches, je sais où les faire, quoi. Je lui dis, tiens, allez, vas-y, inclus-moi cette mèche, s'il te plaît. Et paf, il a inclus la mèche. Etc., etc. Alors, c'est quand même impressionnant. Alors, il y a une partie gratuite, oui. Mais qui est limitée... la partie gratuite, est limitée à des vidéos de 2 minutes. Et c'est-à-dire que tu peux pas traiter des vidéos de plus de 2 minutes, je crois.
et tu peux pas exporter en haute résolution. Si je fais exporter, il me proposera que du 640 par 360 pixels, ce qui est un peu light, et il me proposera que l'export fond vert. Alors que moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir ce qu'on appelle le alpha channel. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas d'avoir du vert et du autre chose, c'est du blanc-noir. Blanc, l'image passe, noir, l'image passe pas. Et puis de l'avoir en HD, bien sûr. Bon, et en vrai, je peux aussi laisser quelques petites options, genre est-ce que je veux que ce soit le masque un peu plus flou, enfin feather mask, ça veut dire est-ce que le masque je le veux flou à certains endroits, genre les cheveux. Voilà, les cheveux, c'est intéressant d'avoir un feather mask, ce qui fait que si je fais export, regardez ici les cheveux, ça gère un peu plus la transparence. Mais voilà, mais vous le voyez dès ici, très intéressant, il y a quelques imperfections, notamment les bords de l'image. Ça foire. Tu sens que le modèle n'a pas vraiment été entraîné pour gérer des images des personnes qui sont un peu au bord, quoi, qui sont coupées. Il sait pas trop quoi en faire. Il arrive pas trop encore à gérer non plus les tatouages. Un bras tatoué, il arrive pas à savoir si c'est un truc que tu veux garder ou pas. Pareil, les mains de Veva, puisque Veva a pas une couleur de peau qui est blanche, Veva est métisse, ça les gère pas super bien. Parce que entraîner un modèle de machine learning, c'est pas simple. Donc ça, on a notre truc, on fait export. On va faire export et on va lui dire, tiens, vas-y, exporte ça. On va appeler ça démo ML. Hop, on export. On inclut l'audio avec l'export, ça parce que je me suis pas embêté à l'enlever. Et là, il nous dit, c'est en cours. Et ça prend un peu de temps. Mais nous, on a déjà tout fait en avance. Et on est là-dessus sur notre masque de machine learning. Alors, ce que tu dis, Eva, c'est assez vrai, c'est raciste, mais pas c'est raciste tout simplement, et pas volontairement. C'est que le truc n'a pas été entraîné avec des données, enfin, a été entraîné certainement avec des données qui contiennent surtout des personnes blanches, a priori. Donc, il repère plus facilement la peau des personnes blanches. Voilà. Alors, je me demande si les retouches que tu fais permettent d'entraîner le modèle ou bien si tu joues avec un truc stable. Je pense qu'on joue avec un truc stable parce que c'est trop complexe, parce que nous, on a l'impression que c'est constitué en éléments visuels simples, alors qu'en vrai, non, c'est un élément visuel très complexe. Il y a pas vraiment de... Tu peux pas te dire... tu peux pas... Non, vu que tu as mis juste un point plutôt que d'essayer de dessiner une zone, c'est que vraiment, tu joues avec un modèle qui est déjà entraîné. Alors c'est de la bêta, hein, mais regardez, typiquement, notre modèle ici, il a un petit défaut. En bas, c'est n'importe quoi. En bas, c'est n'importe quoi. Quel autre endroit où c'est n'importe quoi? Ah voilà, ici, c'est n'importe quoi. Et mais comment de ici, moi, j'arrive à ceci, où il n'y a plus l'aberration? Regardez, l'aberration que j'avais, elle a disparu. Alors qu'ici, je mets juste le modèle tout court, j'ai ce truc moche, là, qui est du transparent. Et pour bien voir que c'est du transparent, est-ce qu'il y a moyen que je mette un petit background? Alors je vais faire ajouter un tool, générateur background, tac, et pouf, on va faire du green. Le background, regardez comme il est bien vert. Donc paf. Alors, je veux, non, c'est pas ça que je veux. Je veux sur le blanc. Non, c'est pas ça, bon d'accord. On va faire un merge, hein. On va faire un merge tout ce qu'il y a de plus basique ici. Top, top. Alors, un merge, mais pas ici, pas à ce niveau-là. Je suis un peu con. Là, c'est le bordel, hein, ce que je fais. En vrai, c'est un système... Il faut mieux ranger les choses, sinon tu ne t'y retrouves pas. Alors, attends, si je fais comme ça... Non, ça marchera pas non plus. Alors que si je fais ça, et que j'ajoute ça, et que je... Oui, voilà, tout simplement, je visualise mon truc. Là, j'ai mis un truc bien vert fluo pour qu'on voit l'aberration. Voilà. Alors que si on passe sur le vrai truc... tac, tac, tac... je vais aussi le mettre, hein, Ah, ok, bon, il fait chier le truc. Hop, il va là. Alors lui, j'en ai besoin aussi au niveau du jaune ici, puis lui au niveau du vert. Super. On a le choix entre le vrai résultat de la vidéo ou le truc qui est là. Et là, vous voyez que, mon résultat final de vidéo, il y a quand même un bout d'aberration là, mais il est tellement faible qu'il se verra pas trop. Il n'y a pas de problème. Mais comment j'en arrive de ça à ça en passant par étapes. Donc d'abord, j'ai le masque, ici, et je vais y jeter des trucs. Le masque, je le transforme en truc avec de la zone transparente, avec une clé de luminance. Paf! Le noir devient transparent.
Ok, très bien. En vrai, j'ai ajouté un peu de flou normalement à cette lumette. Non, j'ai pas ajouté du flou, mais je peux ajouter du flou si je veux. Waouh, regardez, c'est flou. C'est flou, du coup, ça passe un peu mieux. Mais bon, voilà. En vrai, on peut, parce que j'ai déjà exporté cette vidéo. Ensuite, bon là, il y a du bordel, mais c'est parce que je m'en suis servi pour faire la démo à Veva en place de ce truc, c'est rigolo. Ensuite, je peux dire, tiens, est-ce que je mettrais pas Flore aussi en plus? Comment ça, je mets Flore en plus? Ben regarde, je mets juste Flore. Ah, bah attends, là, le merge, on le voit pas dans le bon sens. Rajoutons les lunettes de Gilou dans un premier temps. Pourquoi les lunettes de Gilou? Parce que le masque de machine learning les a pas trop. Et que la vidéo qui m'intéresse, la vidéo qui est là, je veux les lunettes de Gilou. Alors à cet endroit-là, là c'est intéressant. Parce que si j'ai juste le masque de machine learning, les lunettes, elles déconnent. Genre, ah là, très bon exemple. Le masque de machine learning, elle déconne. La lunette n'est pas prise en compte. Alors que si on regarde la vidéo, paf, c'est pris en compte. Du coup, j'ai rotoscopé cette partie-là, et je l'ai ajouté. Et j'ai fait ça pour tout ce qui manquait. Et finalement, plutôt que de faire ça, de faire ça sur des grosses zones, je me suis concentré que sur des petites zones ou des trucs où je savais qu'il y avait des grosses aberrations, tout ça. Et finalement, j'arrive de ce masque-là, à la fin, j'arrive à euh, ce masque-là, qui est quand même vachement plus précis. On compare entre ce qu'il y a à gauche là et celui-ci, il y a beaucoup plus de précision. Parce que bon, j'ajoute des trucs, j'en enlève, etc. Mais c'est des petits bouts, genre j'ai modifié cette zone. Plutôt que de devoir dessiner tout le contour de la personne et le faire évoluer presque image par image pour que ça marche. Et en gros, cette démo, je l'ai enregistrée, je l'ai faite en live à Veva. Ça m'a pris 34 minutes. 34 minutes pour traiter un extrait de 650 images. 650 images. Vas-y, alors la calculette, montre-moi. 650 qu'on divise par à peu près 60 images par seconde. Paf, 10 secondes. C'est pas énorme, hein, 10 secondes. Mais en vrai, je pense que j'aurais mis 4 fois à 5 fois plus de temps à le faire à la main en faisant du rotoscoping. Parce que là, je peux faire des... Alors, regardez au niveau des lunettes. Par exemple, les lunettes, qui est la partie la plus précise, j'ai dû mettre tous les points blancs, c'est là où j'ai dû faire des retouches. Il y en a beaucoup. Et ça correspond qu'à cette petite zone. Donc imaginez si je devais tout faire, le nombre de retouches que j'aurais dû faire, genre toutes les 3-4 images, j'aurais dû faire une retouche. Alors que là clairement, je l'ai fait que sur une petite zone et ça marche, quoi. Genre le profil de Gilou, où je fais juste un truc très grossier pour enlever toutes les aberrations liées au costume. Le costume qui contient tout simplement 2 bandes noires que le truc de machine learning a pas forcément trop réussi à traiter tout le temps. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave, ça marche, mais sans problème, quoi. Attends, est-ce que j'ai d'autres trous? Non, celui-là, il n'y a pas vraiment d'aberration ultra visible, mais ça marche, quoi, pour l'illustration. Et juste, j'ai fait pareil avec l'autre actrice, quoi, Flore, en lui disant tac, tac, tac. On a la zone que je veux garder, je sais que ça en fait forcément partie. Pouf, ça marche. Bref, le machine learning m'a permis de gagner vachement de temps parce que je fais des trucs beaucoup plus grossiers. Et bah tiens, là, c'est rigolo, là ça marche. Parce que hop, si on fait le merge, si je monte le merge, on voit qu'il y a une zone en plus. Et que, bon, bah effectivement, potentiellement, ça manque de finesse à cet endroit-là. Il y a une zone de la personne qui a disparu. C'est pas non plus hyper gênant. Voilà. C'est une petite zone. C'est pas choquant. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Voilà, et globalement, là, par exemple, il y a une couille avec sa lunette, hein, à un endroit. Donc potentiellement, il a encore une retouche à faire, mais bon, bah, j'ai déjà. Ah, voilà. Voilà. À cet endroit-là, il y a une couille. Il y a une couille parce que le modèle de la lunette, je l'ai un peu foiré, j'ai un peu fait à l'arrache. Et il se retrouve tout à fait ici. Ah non, qu'est-ce que... Si, d'accord, il se retrouve ici, c'est juste que j'étais pas en train de regarder le bon truc. Voilà, il se retrouve ici alors qu'il ne devrait pas.
parce que j'ai été un peu trop vite en besogne. Mais écoute, on va recorriger ça. Alors, on va virer de chez virer tout ce bordel qui me sert à rien. Voilà. Le masque de machine learning, les lunettes de G, le media out ici. On va juste avoir besoin de ça. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Super. Et ensuite, on passe à ça. On va rafficher les contrôles ici. Parce que si je les vois pas, c'est normal, c'est que je les avais enlevés pour voir plus précisément ce qui se passait ici. Et donc, je fais remontrer les contrôles. Paf. Du coup, vous avez une vraie démo live là pour le coup du truc. Hop, de comment je fais évoluer ça. Bon, j'ai oublié de sélectionner un point, c'est pas trop grave. Parce que je peux sélectionner plusieurs points. Hein. T'imagines la fainéantise que je suis, moi? Je suis très feignant, moi. Très, très feignant. J'aime quand ça va vite. Parce que j'ai pas le time. Tac, tac, tac. Ensuite, je passe là. Alors là, je vais le placer là. Paf, ok. Ah ouais, là j'ai un autre morceau qui rogne. Mais on va s'en occuper après. Et là, regardez, hop, on suit ses lunettes. Le polygone suit à peu près les lunettes. Et le à peu près est suffisant pour que ce soit, bon. Alors, suffisant, oui et non, parce que là, manifestement, ça fait n'importe quoi. Ok. Hop. Allons-y, remettons-lui la branche de sa lunette. Et voyons voir comment ça se comporte entre-temps. Ok, oui, ouais. Je suis pas très convaincu par le résultat, du coup, je le refais. Hein. Ça, c'est quand je prends pas assez de temps de vérifier. Parce que bon, je l'ai pas vu au test, et vraiment, le moyen de vérification avec un fond vert bien flashy, je l'approuve. Hein. Ah, là, j'ai rajouté un point, c'est pas ce que je voulais. Donc, allons-y, mollo. Ok. Alors là, il recule, hein, parce qu'il y avait une autre position clé qui arrive plus tard, qui arrive là, qui est genre un endroit où l'acteur tourne la tête. Du coup, hop, regardez, on avance. Si on avance petit pas par petit pas, ça marche bien. Et là, ah, regardez, ces lunettes disparaissent comme il faut. Alors bien sûr, là, on va le remettre là. Puis là. Ok, du coup, ça c'est bon. Au niveau des lunettes, c'est bon. Mais on a vu qu'il y avait une connerie à un endroit. Avec ça, en fait. C'était vers le début. Ah, voilà, vers le début, on a quelque chose où ça enlève trop de matière. Puisque ça enlève trop de matière, on va faire déplacer ça ici. Parce que ça, c'est un masque de suppression. Un masque de suppression, regardez ce qui se passe si je le bouge. Hop, j'ai viré une zone en plus. Bon, en fait, je vais pas le bouger comme ça. Mais si je le vire, enfin si je mets là, c'est qu'il y a une zone. Une zone... Ah, voilà. Très intéressant. Vous voyez le masque de machine learning. Il y a du bordel ici que je veux pas, c'est du parasite, du coup je le vire là. Voilà. Eh bien, bon, bah, ça marche mieux. Donc là, a priori, on a quelque chose de plus propre. Super, eh bien, hop, on va le faire comme ça. Et donc, je sauvegarde. J'ai mon edit, quoi, qui est là, comme ça. Bon, là, en rouge, ça veut dire je calcule, Coco, mon aperçu, il est pas prêt. Mais ça m'intéresse pas, ça, je m'en fous. Je peux tout de suite dire, je vais faire deliver à la vidéo, et je l'exporte. Alors, je l'exporte avec un codec spécifique, qui est un codec très haute qualité. Plutôt que de m'embêter à le régler, je l'ai mis sur le réglage de plus haute qualité possible. Et j'utilise surtout le réglage exporter alpha. J'exporte le canal alpha, c'est-à-dire que j'exporte le canal de transparence. Alors attends, si je fais ça, éditer, ouais, ça marche. J'édite, hop, 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 je ne sauvegarde pas. Attends, je fais cancel. Cancel, ah, qu'est-ce que c'est chiant. Alors, fin alpha 2. On va exporter ça, on va faire ajouter un nouveau job. Normalement, on est bien avec exporter le canal alpha. Ouais, super. Et pourquoi utiliser un bitrate constant? On va pas utiliser un bitrate constant, on s'en fout.
Au contraire, on va peut-être essayer d'économiser 2-3 trucs. Ouais, super, il est là, et pouf, on fait le rendu. Ouais, vas-y, sauvegarde le job. Et là, il fait le calcul. Là, moi, je vais peut-être perdre des images par seconde pendant le stream, parce que ça va exploiter un petit peu la machine. Mais voilà, le calcul est en cours. Et on va rapidement... C'est juste pour l'extrait lui-même, là. L'extrait dure 10 secondes. Voilà, on n'est pas à 10 secondes. Ça nous a mis 20 secondes à peu près pour traiter cet extrait de 10 secondes. Donc t'imagines le truc. Et là, j'ouvre le fichier, et pouf. Et on regarde, et ça fonctionne à peu près. Bon, il y a une partie blanche derrière lui qui est là, alors, qui devrait pas l'être, mais ça passe. Moi, je dis ça passe. Donc ça y est, là, j'ai quelque chose que je peux envoyer à Veva. Ce que je vais faire dans la foulée. Hein. Hop, tiens, je regarde... Combien il fait Oh. Eh ben écoute, j'ai trouvé un truc, hein, parce que... Ah non, 161. Ouais, eh ben écoute, puisque j'ai pas mis bitrate constant, plutôt que d'avoir un fichier qui fait plus d'1 giga et demi, j'ai un fichier qui fait 320 mégaoctets. C'est quand même plus intéressant, parce que bitrate constant, on est à quoi? À 131 000 kilobits par seconde. C'est bourrin. Il n'y a pas tant d'infos que ça dans la vidéo. Là, on passe à 30 000. En décochant une case. Bref, on en apprend tous les jours. Et c'était la démo de rotoscoping. Et la démo de rotoscoping, elle va pas s'arrêter là, parce que je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir un canal alpha. Parce que je suis pas sur le bon truc. Tac, tac, tac. Je vais pas sur le bon écran de suite, mais on va là-dessus. Super, on supprime. En menu Edit. Qu'est-ce qu'on va mettre Blablabla, on va mettre une vidéo, mais il faut pas que ça spoil. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre déjà, hop. On va couper le son. On ne sait pas ce que la personne dit. Et on va, par contre, newbin, tmp, paf, on va ajouter ici notre fichier, fin alpha2.move, et paf, on le met là. Et regardez, hop, j'ai pas besoin de faire un découpage fond vert ou quoi que ce soit. Ça marche, c'est directement par-dessus. Parce que la vidéo a été exportée avec un canal alpha. Alors ouais, 1 giga 6 pour 10 secondes, ça craint, voilà. Mais 300 mégaoctets et quelques, 400 mégaoctets pour 10 secondes, c'est quand même beaucoup plus raisonnable, étant donné les données qui sont dedans. Mais regardez, ça marche vachement bien, quoi. Ils sont dessus. Et donc, tu peux exporter une vidéo avec un canal alpha. C'est vachement pratique. C'est vachement pratique aussi pour faire des overlays en stream, si tu veux d'ailleurs. Si tu ouvres, enfin, tu fais ton effet spécial, ton overlay avec, j'en sais rien, DaVinci Resolve, et t'exportes ça ensuite avec un canal alpha, et c'est top. Et regardez comme ça revient, quoi. Et surtout, le calcul du truc est simple, parce qu'il est juste superpose de trucs, c'est assez basique, il sait le faire. Voilà. Oui, et la scène est rigolote, surtout que j'ai fait la meilleure... le meilleur arrêt sur image qui soit, où lui il fait une tête bizarre et elle le regarde en disant qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà. Eh bien écoutez, sur ce, c'est pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Voilà. Eh bien je vais vous dire merci. Et je sais, oh la vache, l'utilisation de ma RAM, j'ai 16 Go de RAM et c'était occupé à 80% là. Hein. Sur ce, merci d'avoir suivi. C'était court mais intense. Enfin, c'était pas court en vrai, on a encore passé 1 heure. Mais, mais voilà, vous avez l'idée. C'est un peu ce qui peut se passer en coulisses. Alors, toutes les vidéos de... Enfin là, c'est exceptionnellement long en temps de traitement, mais c'est vraiment... C'est parce que j'ai dit, on va pas prendre de fond vert, on va faire du rotoscoping, et je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Parce que même avec le machine learning, là, ça prend du temps. J'arrive à traiter 2 extraits vidéo par heure quand j'arrive à caser des heures à droite et gauche. Ce qui est long. Voilà. Donc, il y a certainement une Veva qui prendra le relais sur certaines choses. Mais oui, faire du rotoscoping, et c'est comme ça que c'est avec le rotoscoping qu'a été fait le mème de John Travolta. John Travolta. Mème. Voilà. Ce mème où vous le voyez en train de faire de se demander où il est, tout ça, et tu peux l'ajouter un peu partout. Bah, l'image originale, c'est ce truc là où il y a pas du tout en fond vert.
Et pour transformer ça en fond vert, ils ont dû faire du rotoscoping. Et s'ils l'ont pas fait en machine learning, s'ils ont fait tout à la main, ils ont dû vraiment grave se faire chier. Donc respect, respect pour ces gens-là. Et bah, à part ça, moi je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir suivi ces Tech News et j'ai pas d'autre chose à vous dire à part soyez heureux, parce que c'est ça le plus important. Parce que c'est même pas rester éduqué, mais soyez heureux parce que à la maison on a un chat qui est complètement con mais qui est heureux. Et finalement, si c'était pas ça le secret du bonheur, je pense qu'elle a raison. Bref, des bisous, à bientôt et ouais, soyez heureux, je me répète, hein. Ciao.